Donc aujourd'hui, vous allez avoir une conférence scientifique assurée par deux ingénieurs de Safran Hélicoptère, qui est à bord, donc Monsieur Ceinturier et Monsieur Domer, qui sont donc qui vont vous parler d'hybridation sur les moteurs d'hélicoptère. Merci. Peut-être qu'on va commencer par se présenter très rapidement. Moi, je m'appelle Olivier Domer. Je suis ravi d'être ici parce que il y a déjà un peu de temps, j'étais exactement à votre place parce que j'étais un ancien élève du lycée et des classes préparatoires du lycée. Et donc aujourd'hui, je travaille chez Safran Helicopter Engines à bord, plus spécifiquement dans la direction technique. Et je m'occupe des projets de développement des nouveaux moteurs, des projets de soutien en service des moteurs et des projets de recherche où on exécute la stratégie qui est déterminée par Eric, qui m'accompagne aujourd'hui. Oui, bonjour à tous, donc Eric Ceinturier. Je ne suis pas originaire de Louis Barthou, mais je suis venu il y a 12 ou 13 ans faire une conférence de ce type-là dans le même cadre. Donc moi, je m'occupe de la recherche, de la technologie à Safran Helicopter Engine, donc notamment déterminer quelles sont les bonnes technologies sur lesquelles il faut travailler, évidemment financer leur développement, et puis réaliser les démonstrations, alors sous le pilotage des équipes d'Olivier. Donc on est vraiment plutôt sur l'amont et on essaie de lire le futur en essayant de définir maintenant quelles technologies doivent être développées pour une application dans 10 ou 15 ans. Et c'est un peu ça dont on va vous parler aujourd'hui avec l'hybridation. Bon, donc on a préparé un menu assez simple où on va présenter un tout petit peu l'entreprise. Ensuite, quelles sont les contraintes de décarbonation de l'aviation auxquelles on doit, j'allais dire faire face, mais auxquelles on doit se conformer. Et ensuite, on rentrera dans un petit peu de technique pour vous expliquer comment on passe de moteurs conventionnels à des moteurs hybridés, c'est-à-dire des moteurs qui font intervenir à la fois de l'énergie thermique fossile et de l'énergie électrique. Alors, on va se passer le micro, il risque d'y avoir quelques petits ratés parce qu'on n'a pas vraiment répété, mais on va le faire à deux. Donc, c'est plutôt moi qui commence, c'est ce qu'on vient de se dire, Olivier. Je crois. Donc, une vue générale de Safran Helicopter Engines. Donc, on est une des filiales, c'est anciennement Turbomeca, on est une filiale du groupe Safran. Le groupe Safran, c'est un groupe mondial d'aéronautique et de défense avec un ADN commun dans toutes ses activités, c'est qu'on est positionné uniquement sur des marchés de haute technologie. Ce qui nous différencie, c'est des technologies que parfois on est les seuls à maîtriser au monde, voire on est 2 ou 3 à maîtriser au monde. Nous, notre spécialité dans ce groupe, c'est les moteurs d'hélicoptère, comme le nom l'indique, Safran Helicopter Engines. Donc, vous voyez à peu près quelques chiffres, je ne vais peut-être pas tout détailler, on est plus de 6000 dans le monde. Il faut avoir en tête qu'on est un leader sur notre marché. Un hélicoptère sur 3 vendu dans le monde est motorisé par nos moteurs. Voilà. Un point important à avoir en tête également, c'est qu'on est sur un marché qui est différent de celui de l'aviation commerciale. On fera des parallèles avec l'aviation commerciale derrière. On est sur un marché extrêmement fragmenté. On a des clients un peu partout sur la planète. Et puis un hélico, quand il faut faire de la maintenance, on ne peut pas lui demander de revenir en France. Quand il est au Brésil, il faut le soutenir au Brésil. Donc, on a tout un réseau de support pour accompagner nos opérateurs partout sur la planète. Donc, vous voyez, 21 500 moteurs en service, 2500 clients dans 155 pays. On n'a pas de grosses compagnies aériennes. C'est un marché vraiment d'artisanat avec extrêmement diffus. Donc, des petites quantités un peu partout. Les missions de l'hélicoptère sont assez variables. Alors, on pourra peut-être y revenir derrière. Le même hélicoptère, vous prenez un écureuil avec un moteur Ariel, peut à la fois faire de l'élingage en montagne, de la surveillance de lignes électriques, du ravitaillement de refuges un peu perdus, des surveillances type police, frontières. Voilà, il peut donc faire du tourisme, transporter des VIP. Donc, la complexité, c'est cette diversité de marché qui fait qu'on doit concevoir un moteur pour un appareil qui a des missions qui ne sont pas du tout standardisées. Contrairement à un A320 qui, a priori, roule, décolle, croise, descend, roule. Voilà, et toutes les missions sont à peu près les mêmes. C'est la durée de la croisière qui change. Le monde de l'hélico, c'est pas ça. Ça fait partie de la fragmentation. Et donc, il faut qu'on incorpore ça dans nos technologies et nos designs. Vous voyez, la plupart Alors, l'hélicoptère, on va pas se mentir, c'est la pire façon de voler, c'est la moins efficace. Il faut arracher l'objet du sol, ça demande beaucoup de puissance. Donc, c'est réservé à des missions qui sont plutôt essentielles, à forte valeur sociétale. Nous, pendant le Covid,
on n'a quasiment pas eu d'impact économique. L'activité de nos opérateurs était la même que hors Covid. Pourquoi? Parce que voilà, transport médical, lutte contre l'incendie, protection des populations, les applications militaires, tout ça a continué même pendant le Covid. Donc les hélicoptères ont continué de voler. Voilà, donc la diversité, ça impose d'avoir une gamme de produits qui est très très large. Notre gamme commence sur le moteur Arius, aux alentours de 500 chevaux. Donc une turbine à gaz, ce qu'il faut voir, c'est quelque chose de très dense en puissance. 500 chevaux, c'est une centaine de kilos, le poids du moteur. Et puis ensuite, à la droite du spectre, on va finir sur l'Aneto, qui fait 3000 chevaux. On travaille même à développer au-delà. 3000 chevaux, c'est 250 kilos. D'accord, donc des densités de puissance qui sont énormes pour motoriser les hélicoptères. Donc une gamme complète pour servir les différents besoins que j'évoquais auprès de quasiment tous les hélicoptéristes de la planète. D'accord ? Donc après, la question qu'on voulait aborder avec vous, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on cherche à hybrider les moteurs aéronautiques de la même manière que les moteurs automobiles sont hybridés. Quels sont les enjeux qui nous amènent à tester ces technologies, dont on verra qu'elles ne sont pas naturelles dans la filiation de nos moteurs classiques. Donc les enjeux qu'il y a derrière, c'est les enjeux d'émissions, parce que l'aéronautique contribue aux émissions, en particulier aux émissions de gaz à effet de serre. Donc si on regarde tout ce qu'émet un aéronef, alors ici c'est le cas d'un avion civil, on émet des oxydes d'azote, qui sont des produits qui viennent modifier la chimie de l'atmosphère. On émet des suies, c'est-à-dire des résidus d'une combustion qui est incomplète. On émet de la vapeur d'eau, qui sont liées à la condensation issue des sillages des moteurs. Et on émet surtout du CO2, qui est un produit naturel de la combustion des hydrocarbures. Et donc le CO2 est un gaz à effet de serre, donc il participe au réchauffement climatique. Donc l'un des gros enjeux qui s'impose à l'aviation comme à l'ensemble des transports, c'est de limiter les émissions de CO2. Il y a quelques chiffres pour avoir les ordres de grandeur en tête. Ce que vous voyez sur l'écran sont les quantités globales de CO2 émises aux alentours de la fin des années 2020. Donc, chaque année, par an, c'est les valeurs annuelles. Par an. Et donc, de quoi on parle pour le domaine des transports et pour le domaine du transport aérien? Les transports au global, c'est 25% des émissions de gaz carbonique annuelles. À l'intérieur de cette quantité de gaz carbonique émise par le transport aérien représente à peu près 12%. Donc 12% de 24%, à la fin, ça fait 3% des émissions globales de CO2 qui sont émises par le transport aérien. Et donc même si c'est une petite quantité par rapport à la totalité des émissions de gaz à effet de serre, le transport aérien, qui est quand même un transport emblématique de nos mobilités, se doit de réduire son empreinte carbone, donc sa contribution aux émissions de gaz à effet de serre, donc au réchauffement climatique. Et donc, comment ça a été traduit par la communauté politique, économique, industrielle? Ça a été traduit par un objectif à l'horizon de l'année 2050, c'est d'avoir un transport aérien qui aura une émission globale nulle dans l'atmosphère. Et les manières avec lesquelles les réglementations ou les traités ont dit qu'on allait réaliser ce seuil d'émission nulle, c'est par des progrès technologiques, des progrès dans les opérations des aéronefs, de manière à réduire ces émissions. Alors il y a une courbe sur laquelle on ne va pas énormément s'attarder, mais il faut déjà bien imaginer que par rapport aux années 50, qui sont les premières années au sortir de la guerre, où on a commencé à avoir des turboréacteurs appliqués à de l'aviation, puis un peu plus tard à de l'aviation civile, les progrès technologiques qu'on a instillés dans nos moteurs ont énormément amélioré les rendements de chacun des composants des moteurs. Donc on réduit la consommation de kérosène et d'hydrocarbures pour des missions données. Donc on mécaniquement énormément réduit les émissions de gaz à effet de serre. Donc en abscisse, vous avez le temps à ordonner une quantité d'émissions. Et le pointillé rouge qui est ici, c'est en fait ce qui se serait passé si on n'avait pas fait faire des progrès à nos moteurs dans les décennies qui viennent de s'écouler. Néanmoins,
même avec la trajectoire des technologies actuelles, qui est représentée ici en bleu, on est encore loin d'atteindre les objectifs d'émissions nulles. Donc il y a 2 points de passage qui ont été déterminés. Un point de passage qui finalement est assez proche de nous. On dit qu'on va avoir des émissions carbone qui vont être stabilisées, parce que les émissions totales, c'est le produit du trafic aérien par les émissions individuelles de chacun des moteurs. Et comme le trafic aérien continue de croître, il faut faire quelque chose, ne serait-ce que pour rester à une émission, à un volume d'émissions constant. Et ensuite, une cible d'amener de nouveaux progrès pour arriver à ce fameux seuil ou à ce fameux objectif d'émissions nulles. Olivier, je peux peut-être juste rajouter. Hein. Donc, toutes ces courbes, elles sont tirées d'un raisonnement en budget carbone. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vu ces notions déjà, mais le carbone, il reste 70 ans dans l'atmosphère. Donc, ce qu'on émet aujourd'hui, il sera encore là en 2100. Pour maintenir l'échauffement de la planète en dessous de 1,5 degré, ce qui étaient les accords de Paris sur lesquels ces courbes sont basées, ça nous donnait un droit à polluer de 800 gigatonnes jusqu'en 2100. D'accord? Donc, le petit problème que l'on a, alors ça, c'était en 2019, hein, donc depuis, on a continué à émettre comme d'habitude. Hein. Là, aujourd'hui, il doit nous rester à peu près 600 gigatonnes à émettre. Vous avez vu, on est à 54 par an. C'est-à-dire que notre budget, il nous reste, au train de vie qu'on a aujourd'hui en termes d'émissions carbone, il nous reste 10 ans d'émissions pour avoir relâché suffisamment de CO2 dans l'atmosphère pour aller taper les 1,5 degré. Donc, le sujet, c'est évidemment de limiter les émissions et de les limiter le plus tôt possible. Et d'où l'importance de casser les courbes pour vraiment avoir une baisse rapide. Chaque année qui passe sans qu'on réduise, c'est du budget qui diminue et ça veut dire qu'il nous en reste encore moins pour couvrir jusqu'à 2100. D'où la trajectoire qui nous ramène assez rapidement vers du neutre en 2050 parce qu'on sait qu'au rythme où on va, en 2050, on aura épuisé le quota pour le 1,5 degré. Voilà, donc c'est peut-être un peu vague pour vous encore, mais c'est vraiment des notions sur lesquelles je vous invite à vous documenter, hein, comprendre ce qu'est un budget carbone et comment ces courbes sont tracées. Et donc, quels sont les leviers dont on dispose pour arriver à cet objectif-là? En fait, ils sont de 3 natures, c'est ce qui est expliqué sur la planche. La première, c'est quelque chose qui existe déjà, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des carburants durables, c'est-à-dire des hydrocarbures qui ont déjà été utilisés par ailleurs. Si on le dit de manière très triviale, ça peut être de l'huile qui a déjà été utilisée pour faire de la friture. Et donc, en utilisant ces hydrocarbures-là, on utilise quelque chose qui a déjà été valorisé et donc dont on considère que le bilan carbone peut être neutre. Ensuite, il y a une question d'amélioration des opérations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez aller de Pau à Marseille, en transport aérien, la seule solution qui s'offre à vous, c'est de partir de Pau, d'aller jusqu'à Paris et ensuite d'aller de Paris jusqu'à Marseille. Donc on fait un trajet un peu compliqué, alors que le trajet le plus simple, ce serait de prendre un avion plus petit et aller directement de Pau à Marseille. Donc ça, c'est la partie amélioration des opérations. Sauf que pour faire ça, comme les compagnies aériennes cherchent à optimiser leur appareil productif, il faut avoir de nouveaux aéronefs, des aéronefs plus petits, qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, il faut aussi inventer les appareils qui permettront d'aller vers ces opérations optimisées. Et la dernière approche, c'est d'avoir des technologies qui sont en rupture par rapport à ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a beau optimiser nos moteurs au maximum, il faut encore gagner un cran pour réduire encore plus les émissions carbone. Donc, on cherche des disruptions, des nouvelles technologies, dont fait partie l'hybridation électrique, pour optimiser encore la trace CO2 de nos opérations. Et entre les carburants durables et ces nouvelles technologies, on estime que ce sera à peu près moitié-moitié dans les gains que l'on fera sur les émissions de CO2. Alors la planche qui est là, on va peut-être pas la détailler, même si Eric pourrait le faire parfaitement, mais c'est simplement l'idée de ce triangle que j'ai reprise tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut essayer d'aller le plus directement possible à notre but, alors qu'aujourd'hui, le maillage des lignes aériennes est tel que, pour aller d'un point A à un point B, on passe souvent par un point C, voire par un point D, et qu'on fait des trajets qui sont beaucoup plus longs que ceux auxquels on veut arriver. Alors, juste un petit complément. Je ne sais pas si vous entendez quand on n'a pas le micro ou non, c'est pas terrible au fond. Toi, ils t'entendent. Ouais. Là, on voit bien que c'est pas la technologie qui nous sauve. Hein. D'accord ? On compare un moteur tout nouveau avec un moteur LEAP qui a un rendement extraordinaire par rapport à une vieille trapanelle qui a été conçue dans les années 50. Mais il faut bien garder en tête que la bonne émission,
c'est celle qu'on ne fait pas. Et celle qu'on ne fait pas, c'est déjà réduire les distances. Premier axe, réduire les distances. Donc c'est ce qu'expliquait Olivier. Et le deuxième, c'est réduire les vitesses. L'énergie que vous mettez en œuvre, c'est le cube de votre vitesse. D'accord ? Donc dès que vous volez un peu moins vite, ça fait beaucoup moins de puissance et d'énergie mise en œuvre. Donc voler lentement sur des distances plus courtes, en fait, vous mettez le même temps, mais c'est très très vertueux, même avec des technologies complètement dépassées. Bon, après, c'est vrai que monter dans ces avions-là, c'est quand même une expérience aéronautique en soi à chaque fois. Alors maintenant, on va rentrer un peu dans le cœur du sujet, c'est-à-dire l'hybridation des moteurs. Et avant de parler de moteurs hybridés, on va essayer de décrire en quelques mots comment marche un moteur aéronautique conventionnel, historique, je ne sais pas comment il faut dire. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce mode de fonctionnement-là, mais la machine que vous avez à l'écran, c'est un de nos turbomoteurs classiques. Si on parle un peu de thermodynamique, c'est basé sur le cycle de Breton, et donc le fonctionnement est... on peut faire une analogie avec un moteur à piston, simplement il y a un flux continu à l'intérieur du moteur. Le premier aspect qu'il faut avoir en tête, c'est que la puissance qui est délivrée par une machine, c'est lié au débit d'air qui traverse la machine, multiplié avec quelques coefficients par la variation de température qu'on impose au fluide, à l'air, qui traverse la machine. Et donc, comment est-ce que ça fonctionne? On admet l'air d'un côté du moteur, on le comprime, c'est-à-dire qu'en un étage ou 2 étages, la pression de l'air va passer de 1 bar, la pression atmosphérique, ou un peu moins si on est à altitude, jusqu'à des taux de pression qui vont avoisiner les 15 bars. Et donc dans cette zone-là, on est à peu près à un peu moins de 15 bars et à peu près 400 degrés. On rentre dans la chambre de combustion, là où on injecte le kérosène, et donc c'est là qu'on apporte de l'énergie au moteur, et donc c'est là qu'on produit le CO2 aussi. Et l'air qui sort de la chambre de combustion, en fonction des applications, elle va être entre 1200 et 2000 degrés. Donc pour le dernier moteur qu'on a conçu, la température maximum d'utilisation du moteur est de l'ordre de 1700 degrés C. Et cet air-là, il va rentrer dans ce qu'on appelle une turbine. Alors une turbine, c'est rien d'autre qu'un moulin qui est entraîné en rotation par l'air. Cette turbine en rotation, elle va servir à faire tourner les compresseurs qui étaient utilisés pour augmenter la pression de l'air à l'entrée du moteur. Et il y a une partie de l'air qui va conserver de l'énergie, qui va passer dans une deuxième partie de turbine, une turbine qu'on appelle une turbine libre, et qui, elle, est reliée au rotor de l'hélicoptère et qui va entraîner les pales de l'hélicoptère en rotation. Donc la partie centrale, qui est en bleu ici, il faut imaginer que ça tourne entre 35 000 et 50 000 tours minute. La partie qui est en orange ici tourne à peu près entre 20 000 et 30 000 tours minute. Puis, on a ce qu'on appelle un réducteur, une espèce de boîte de vitesse qui réduit la vitesse de rotation de la machine. Et on sort vers l'arbre de l'hélicoptère à peu près 6 000, 8 000 tours. Et ensuite, il y a de nouveau une boîte de vitesse qu'on appelle une boîte de transfert principale dans l'hélicoptère qui amène le rotor de l'hélicoptère à tourner à peu près à 300 tours minute. Et pour avoir quelques ordres de grandeur, la pièce bleue qui est ici, elle tourne à peu près à 50 000 tours minute dans certains moteurs par rapport à la partie carter qui est fixe ici. Et l'écart de jeu de fonctionnement, c'est-à-dire l'interstice qu'il y a entre la pièce qui tourne à 50 000 tours minute et la pièce qui est fixe, c'est 15 centièmes de millimètre. Donc ça veut dire qu'on essaye de contrôler des jeux entre des pièces qui sont inférieures à 2 dixièmes de millimètre, des pièces qui sont en rotation relative à plus de 50 000 tours minute. La turbine qui est ici, en fait, c'est une pièce, je pense qu'Éric vous l'a montré, qui fait à peu près 15 mm de hauteur. Et il faut imaginer que cette pièce-là, elle baigne dans un air qui avoisine les 2000 degrés et qu'en permanence, il y a un poids lourd qui lui tire dessus. Et donc, on est amené à utiliser des matériaux qui sont très, très nobles, qu'on appelle des monocristaux. Donc, c'est des structures métalliques cristallines qu'on fait croître par des processus de fonderie très spécifiques pour avoir des résistances très, très élevées qui permettent de retenir à la fois ces efforts très élevés et ces températures qui sont extrêmes. Et parfois même, la température est telle qu'on doit injecter de l'air froid dans ces pièces-là pour les envelopper d'un film d'air froid, parce que sinon, la température de l'air qui passe dans le moteur est telle qu'on ferait fondre les pales.
Donc je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a parlé à peu près des grands enjeux des moteurs. Mais ce qu'il faut avoir en tête, si on compare l'automobile et l'aéronautique, parce que ça va être un des arguments pour la suite, c'est que dans l'aéronautique, l'ennemi, c'est la masse. Donc, comme le disait tout à l'heure Eric, nos moteurs, ils sont là pour arracher des aéronefs du sol, pour les maintenir en l'air le plus longtemps possible. Et donc, l'ennemi qu'on chasse en permanence, c'est la masse, c'est le kilo. Et donc, nos moteurs, on cherche à les faire les plus petits possibles. En fait, on pourrait faire un moteur d'une puissance donnée en faisant un moteur assez gros dans lequel on fait passer beaucoup d'air. Puisque la puissance, c'est le débit multiplié par l'élévation de température, on peut choisir de faire une petite élévation de température et de faire passer beaucoup d'air à l'intérieur. Sauf que quand on fait ça, on a un moteur qui est très très gros et donc qui est très très lourd. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on cherche de la densité de puissance, c'est-à-dire d'avoir des petits moteurs qui délivrent beaucoup de puissance. Et donc qui dit moteur qui délivre beaucoup de puissance avec une masse minimum, dit température dans cette zone-là très très élevée. Et donc l'enjeu de la progression des moteurs conventionnels, c'est de faire des moteurs de plus en plus comprimés et de plus en plus chauds pour qu'ils soient le moins lourds possible. Je pense qu'avec ça, on a donné quelques éléments sur le... Il y avait juste une interrogation écrite, on va vérifier. Vas-y. Donc, Olivier vous a présenté les différents polluants émis par un avion, hein, enfin, les différentes émissions produites par un avion. C'est juste une petite notion qu'il faut avoir en tête, hein, parce que souvent vous entendez ça sur les réseaux ou à la télé, et franchement, c'est pas clair. Donc ça va mieux en le disant. La chimie, hein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc vous avez, quand on brûle du kérosène, des produits de combustion. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand vous brûlez un alcane, vous allez avoir du CO2 et de l'eau. Donc par rapport à ce que montrait Olivier tout à l'heure, les cristaux de glace, la vapeur, etc., ça, c'est clairement des produits de combustion. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les polluants. Les polluants, c'est ce qui ne devrait pas arriver si la combustion était parfaite. D'accord ? Et donc là, on évoquait tout à l'heure les suies, les imbrûlés, les NOx, etc. Faut bien avoir en tête que quand vous cherchez à résoudre ces problèmes-là, vous ne travaillez pas sur la même chose. Quand vous voulez améliorer les polluants, vous travaillez sur la chambre de combustion. Vous faites en sorte que la combustion soit la plus parfaite possible. Quand vous voulez travailler sur les produits de combustion, ça rien de travailler sur la chambre. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez brûler du kérosène. Donc la vraie question pour réduire ça, c'est de réduire la consommation. Et donc là, on travaille sur l'architecture de la machine, le compresseur, etc. D'accord ? Ne confondez pas un produit de combustion et polluant, c'est quand même deux choses complètement différentes. Alors du coup, un des axes, hein, alors c'est pas le seul, mais un des axes sur lesquels on travaille, on va élaborer un peu dessus, c'est la notion d'hybridation. Alors voilà, c'est l'effet de manche. Hein. Chaque fois qu'on parle d'hybridation, moi je commence à calmer tout le monde en parlant des batteries. Comme ça au moins, on est tous d'accord au point de départ. 1 kg de fuel, c'est 46 000 kJ d'énergie contenue. Hein. Olivier vous l'a dit, l'ennemi c'est la masse. D'accord ? Donc on fait des moteurs les plus légers possibles et puis on fait des moteurs qui consomment le moins possible. Pour faire ma mission, j'emmène moins de carburant. Donc, je suis plus léger. Donc, j'ai besoin de moins de puissance. Donc, je consomme moins. Donc, je suis plus léger. Enfin, c'est vraiment très vertueux de réduire la consommation. 1 kg de fuel, 46 000 kJ. Bon, on a une machine thermique hein, qui va se situer aux alentours de 30% d'efficacité, 30-35% selon la taille de nos machines. Petit calcul simple, 30%, ça veut dire que ce que je délivre sur l'arbre, c'est cette quantité-là. 14 000 kJ à peu près. Ça, c'est la puissance mécanique que je délivre à l'hélicoptère. Alors maintenant, je vais faire la même en électrique. Alors l'avantage, moteur électrique, très bon rendement, 90% de rendement. Donc j'ai besoin de beaucoup moins d'énergie ici. Je n'ai besoin que de 15 333 kJ pour faire le même boulot mécanique. C'est génial. Le rendement de conversion électrique, c'est génial. En termes de rendement, beaucoup moins de pertes, beaucoup plus efficace. Le problème, c'est le stockage de l'électricité. Autant stocker un litre de fuel, c'est facile. Si je veux stocker les 15 333 kJ, il me faut, à l'état de l'art des batteries d'aujourd'hui, les meilleures qu'on puisse trouver, voire dans les 10 ans qui viennent, on est à 19 kg de stockage. D'accord ? Donc, le boulot que fait 1 kg de carburant, pour faire le même travail mécanique, j'ai besoin de 19 kg de batterie. Un écureuil, ça décolle avec 500 kg de carburant, au max. D'accord ? Bon, ben là, si je fais x20, l'écureuil devrait décoller avec 10 tonnes de batterie. J'aime autant vous dire qu'il ne va même pas décoller. D'accord ? Autre chose, hein, les 19 kg de batterie, quand ils sont vides,
vous les avez toujours à bord. Alors que le kilo de carburant, quand vous l'avez brûlé, vous ne le portez plus. Donc pour toutes ces raisons, gardez bien en tête que dans l'aéronautique, l'hybridation, le problème majeur, c'est le stockage à bord de l'électricité. Et donc, dans tout ce qu'on va vous montrer après, on est parti de ça. Que peut-on faire avec une masse de batterie qui soit tolérable à bord? Voilà, donc l'hybridation, ça peut contribuer, ça contribue à réduire la consommation de carburant. C'est pour ça qu'on travaille. Comme on réduit la consommation de carburant, on réduit forcément les produits de combustion, donc les émissions de CO2. Voilà. Par contre, on a des gains qui sont très dépendants de la mission et de l'aéronef. Alors, je vais faire une analogie que vous allez tous comprendre. L'automobile a inventé le stop and start à un moment. Alors, le stop and start, c'est le concept, j'éteins mon moteur thermique quand j'en ai pas besoin au feu rouge. Et puis, l'innovation hybride, c'est une batterie renforcée et le Dynalto de Valeo, là, qui vous relance à chaque coup, de manière fiable et en silence, le moteur thermique. Vous faites de l'autoroute avec un stop and start, le gain en consommation, 0. Oui, votre moteur, vous en avez toujours besoin. Donc, vous ne l'éteignez jamais, vous n'avez pas besoin de le redémarrer. Par contre, si vous êtes sur une mission en ville, avec beaucoup de temps d'arrêt, beaucoup de feux rouges, beaucoup d'arrêts, alors là, ça paye sa place. Donc, c'est juste pour illustrer. Alors, je peux faire la même avec les véhicules plug-in hybrides, par exemple, hein, où vous avez, vous savez, une recharge de 50 km et puis ensuite, c'est le thermique qui reprend le relais. C'est pareil, si vous travaillez à 10 km de chez vous, c'est très malin, parce que vous roulez qu'en électrique sur le petit trajet du quotidien. Si vous travaillez à 1 heure de chez vous, ben vous allez allumer le moteur thermique tous les jours et vous traînez en plus la masse de batterie. D'accord? Donc tout ça pour dire que le rendement d'une turbomachine, on gagne tout le temps. L'hybridation, il faut vraiment faire attention au type d'aéronef et au type de mission qu'on veut faire avec. Et ça conditionne la nature de l'hybridation qu'on va chercher à faire. Je la fais aussi, celle-là, Olivier? Donc, on a croisé, c'est un exercice. Donc, je fais les siennes, il fait les miennes, comme ça. Alors, hybridation, ben, voilà, vous l'avez compris, quand on parle d'hybridation chez nous, c'est hybridation thermique et électrique. Donc, thermique, c'est une turbine à gaz. On s'est posé des questions sur d'autres sources thermiques, typiquement des moteurs à piston. Bon, on a vite arrêté en raison de la densité de puissance. Ça consomme moins, hein, mais la densité de puissance, elle est catastrophique. Et de l'électricité. Donc, quel est l'apport d'électricité qu'on peut faire, justement, pour améliorer les aéronefs? Alors, sur les aéronefs existants, des formules d'aéronefs qu'on connaît, d'accord? Je prenais par exemple le cas du stop and start automobile. C'est quelque chose que voilà, on peut faire sur un aéronef, un hélicoptère conventionnel. On vous le montrera derrière. Il y a 2 moteurs. Je peux décider quand j'ai pas besoin de 2 moteurs, j'en éteins un des 2. C'est le principe du stop and start automobile. C'est pareil. Je n'utilise ma source thermique que quand j'en ai vraiment besoin et je l'utilise à son maximum de rendement thermodynamique. Et puis il y a d'autres concepts évidemment qu'on ne pourra pas implanter sans casser tout l'avion. D'accord? Donc ça se dérive aussi de manière différente, avec des impacts plus ou moins forts sur l'architecture de l'avion. Certains concepts d'hybridation, notamment d'hybridation de série, vous demandent de redessiner complètement l'avion. Voilà. Donc après, il faut quand même avoir en tête que l'hybridation a un impact donc négatif sur la masse, ça on veut la donner. Donc ça conditionne le taux d'hybridation. Quelle est la part d'électrique par rapport au thermique que je mets par rapport à la masse de batterie que je peux embarquer? Et puis la deuxième chose, c'est que ça conditionne une complexité supplémentaire qu'il faut pouvoir se payer. C'est-à-dire qu'économiquement, c'est plus compliqué. Et là aussi, hein, analogie automobile, hein, vous regardez comment est faite une voiture hybride aujourd'hui, c'est quand même d'une complexité énorme. Vous avez un moteur thermique avec sa complexité, tout un système électrique avec sa complexité, et une couche de système de supervision de tout ça pour que tout ça fonctionne comme il faut. Ces systèmes qui, donc, par construction, sont beaucoup plus complexes et plus coûteux. Maintenant, on va essayer d'illustrer sur 2 exemples principaux ce que peut être cette hybridation. Donc, d'abord, on va faire l'analogie du stop and start, dont parlait Eric, et ensuite, on verra comment, grâce à l'hybridation, on peut utiliser des concepts de propulsion distribuée qui permettent de créer de nouveaux aéronefs. Donc, le premier, le stop and start, on appelle ça le mode éco, et on va illustrer tout à l'heure sur un film comment ça marche, mais dans le monde des hélicoptères, il y a 2 grandes classes d'hélicoptères. Il y a les hélicoptères monomoteurs et les hélicoptères bimoteurs. Et pour les hélicoptères bimoteurs, finalement, les 2 moteurs, ils servent essentiellement au décollage, ou lorsqu'on a une panne sur un des 2 moteurs,
Et c'est à ce moment-là qu'on utilise les moteurs à leur puissance maximum. Par contre, une fois qu'on a arraché l'aéronef du sol et qu'on est dans un régime de croisière, qu'on fait l'essentiel de la mission, on n'a plus besoin de la puissance des deux moteurs. Donc l'idée qui vient assez vite, c'est d'éteindre un des deux moteurs pour ne consommer du kérosène que sur un des deux moteurs. C'est ça le start and stop des hélicoptères. Sauf que pour faire ça, il faut être capable de redémarrer à coup sûr le deuxième moteur. Donc l'enjeu de l'hybridation au sens du start and stop, c'est d'assurer en permanence qu'on va redémarrer très très rapidement, en une poignée de secondes, le deuxième moteur. Parce que lorsque vous êtes avec votre voiture au feu rouge et que le start and stop ne marche pas et que vous calez au feu rouge, c'est pas bien grave, à part vous faire klaxonner, il ne va pas vous arriver grand-chose. Par contre, quand l'appareil est en l'air et que le deuxième moteur doit redémarrer, il n'est pas question qu'il ne puisse pas redémarrer. Et donc les gains qu'on espère obtenir, ou qu'on a déjà démontré pouvoir obtenir avec ces technologies-là, c'est des gains entre 10 et 20% d'émissions de gains de consommation et d'émissions de CO2. On augmente l'autonomie des machines, et puis on doit démontrer qu'on est capable de se réactiver en quelques secondes. Et ce qui est fondamental là-dedans, c'est que globalement, l'hélicoptère, ça reste l'hélicoptère d'aujourd'hui. On prend un hélicoptère bimoteur, on lui donne la capacité à éteindre un de ces deux moteurs, on lui donne la capacité à redémarrer à tout coup son deuxième moteur, mais ça ressemble à un hélicoptère d'aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on essaye d'illustrer dans la suite. Donc c'est juste pour se rendre compte comment ça marche. Donc là, c'est un hélicoptère bimoteur, plutôt classique. Et finalement, lorsqu'on décolle, on utilise le moteur à sa puissance maximale. Et donc, on utilise toute la puissance du moteur. Quand on est en cours de mission, quand on fait juste du déplacement, on réduit la puissance demandée au moteur. Et en fait, on éloigne le moteur de l'efficacité maximale, du rendement maximal qu'il est capable de délivrer. Donc non seulement on n'a pas besoin de toute la puissance, mais on le fait fonctionner sur des points où il n'est pas à son rendement maximum. Donc en éteignant un des deux moteurs, non seulement on va n'utiliser qu'un, mais ce moteur qui est tout seul, on va l'utiliser à proximité de sa meilleure efficacité. Donc c'est ça qui permet de gagner entre 10 et 20% de consommation. Pourquoi est-ce qu'on dit entre 10 et 20%? Parce qu'il y a deux manières de faire ça. Soit le deuxième moteur, on le met au ralenti, comme ça, rallumer un moteur qui est au ralenti, c'est juste le réaccélérer et on prend un peu moins de risques sur le redémarrage. Soit on éteint complètement le moteur, le gain est plus important, mais il faut avoir des fiabilités de redémarrage encore plus fortes. Et donc l'enjeu, c'est lorsqu'on aura besoin de rallumer le deuxième moteur, par exemple quand le moteur sur lequel on va fonctionner va avoir une petite avarie, alors il faut garantir des taux de réactivation qui sont très très importants. Donc ça, c'est le start and stop. Alors, la date qui était marquée sur la planche précédente, Ready for the Market 2025, bon, on n'y est pas tout à fait, donc, mais pas loin. Donc sachez que les premiers cas d'application, donc là on va voler sur le Racer d'Airbus à partir du mois d'avril. Là. Ça, c'était l'hélicoptère qu'il y avait dans la planche de garde, dans la première planche, qui est un hélicoptère un peu particulier, qui a des ailes et qui a des moteurs qui lui permettent d'avancer tout droit. On n'a pas besoin de ça pour le mode éco, mais c'est cette plateforme qu'on avait retenue de démonstration. Voilà. Cet hélicoptère, il a deux objectifs pour Airbus, c'est de battre deux records du monde. Le premier record du monde, c'est le record de vitesse d'avancement d'un hélicoptère. Et le deuxième record, c'est de battre le record du rayon d'action le plus élevé au monde. Et pour faire le rayon d'action le plus élevé au monde, il faut être capable d'aller le plus loin possible avec le kérosène embarqué dans l'hélicoptère, d'où le fait qu'on utilise du mode éco pour réussir à faire cette démonstration. Je t'ai coupé la parole, pardon. Ouais, non, c'était juste que les premiers contrats commerciaux que l'on a aujourd'hui, on considère que c'est un must-have, c'est quelque chose d'indispensable à l'horizon 2030. Donc là, on est dans les phases de vol, hein, donc on est sur une maturité élevée. Nos matériels ont obtenu des bons de vol prototypes, hein, et donc derrière, il y a tout un problème autour de donc la technologie fonctionne, on l'a démontré, elle est disponible. Maintenant, il faut encore qu'on s'assure de sa robustesse, de sa fiabilité, parce que démontrer que ça marche 2-3 fois de suite, ça va, mais là, il faut que ça marche à tous les coups.
y compris dans des cas où la fonction ne sera peut-être pas activée pendant des années, mais le jour où on en a besoin, il faut qu'elle soit disponible. D'accord ? Donc le gros travail sur lequel les équipes sont focalisées aujourd'hui, c'est de démontrer la robustesse de nos dispositifs, de manière à ce que cette fonction, on puisse l'activer sur des hélicoptères, et on est contractuellement engagé à le faire à partir de 2030 ou 2031 sur une application Airbus. Et dans notre métier, au-delà d'être capable de démontrer le fonctionnement d'une technologie, il y a un enjeu majeur, c'est de démontrer la compatibilité avec les règlements aéronautiques. Et donc, vous imaginez bien que les autorités qui gèrent le transport aérien, pour nous permettre de mettre en vol ces technologies, vont nous imposer des règlements qui sont suffisamment stricts pour qu'on garantisse qu'à tout coup, le deuxième moteur pourra redémarrer. Ensuite, on ne va pas trop s'attarder dessus parce que le temps passe, mais il y a une autre manière de faire de l'hybridation, c'est ce qu'on appelle de l'hybridation parallèle. L'exemple qui est donné ici, c'est sur le cas d'un avion à hélice. Alors l'avion qui est là, c'est un avion d'une société qui est pas loin non plus. C'est la société Daher qui est à Tarbes, qui fait des petits avions à hélice. Et donc l'idée, c'est que l'hélice, elle peut être entraînée soit par un moteur thermique, soit par un moteur électrique qui sera alimenté par une batterie qui pourra éventuellement elle-même être gavée par le moteur thermique. Et donc ces technologies-là, qui ont aussi été démontrées lors de programmes de recherche, vont permettre de gagner des consommations qui peuvent être de 10 à 40% selon le type de mission. Et l'autre avantage, c'est qu'en utilisant l'énergie électrique, par exemple lorsqu'on va survoler l'aéroport ou lorsqu'on va survoler des habitations, on va permettre de réduire les signatures acoustiques, le bruit rayonné par les aéronefs. Le dernier exemple d'hybridation sur lequel on voulait s'arrêter, c'est quelque chose qui est un peu plus avancé parce qu'il conduit à des aéronefs qui sont différents de ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle de l'hybridation série, c'est-à-dire que ce que vous voyez ici, c'est qu'on va prendre un turbomoteur d'hélicoptère classique. C'est un turbomoteur, par exemple, qu'on a développé pour un hélicoptère pour Airbus dans le courant des années 2010, qui est rentré en service au début des années 2020. Et on va rajouter à ce turbomoteur d'hélicoptère 2 moteurs électriques de 300 kW chacun, et on va faire ce qu'on appelle une turbogénératrice, qui va comprendre un cœur thermique et 2 moteurs électriques. Et ces 2 moteurs électriques, ils vont aller gaver des batteries, ils vont aller remplir des batteries, et les batteries vont aller alimenter un nombre assez important d'hélices, et ces hélices, elles vont être distribuées sur différents endroits de l'aéronef. Donc c'est ce que vous voyez ici. C'est un petit aéronef qu'on verra dans une animation plus tard, mais c'est un avion qui fait 9 passagers et dont l'objectif est d'être capable de remplir les missions point à point, la petite base du triangle qu'on voyait tout à l'heure entre Pau et Marseille, avec des propriétés de consommation de carburant améliorées par rapport aux aéronefs actuels. Et donc pourquoi est-ce que l'hybridation constitue une rupture qui permet de générer ces aéronefs? Parce que grâce à l'aspect électrique du système propulsif dans son ensemble, on alimente non pas une hélice, mais 8 hélices qui sont réparties sur la voilure. Et ces 8 hélices qui sont réparties sur la voilure, elles permettent d'améliorer énormément la manière avec laquelle on dessine les ailes. On fait ce qu'on appelle des ailes soufflées, avec des aérodynamiques très avancées autour des ailes. Donc on a des voilures qui sont beaucoup plus petites. On réduit la traînée des aéronefs et on arrive à des aéronefs qui sont beaucoup plus efficients que les aéronefs classiques. Et ça va être utilisé de 2 manières, soit pour faire du décollage très court, donc avoir des missions qu'avant les avions ne pouvaient pas remplir, parce qu'on peut avoir accès à de nouveaux aéroports ou de nouveaux aérodromes, ou alors avoir des avions qui sont extrêmement performants en termes de traînée et de consommation de carburant. Tiens, Olivier, juste un petit complément rapide. Voilà, donc pour bien que vous compreniez, juste un petit point d'arrêt là. Le premier concept que Olivier vous a présenté, le mode éco. Le mode éco, vous avez compris que c'est un stop and start, donc c'est redémarrer en quelques secondes. Allez, on va prendre un peu de marge, c'est moins de 10 secondes, mais on va dire qu'on va le faire 3 fois, donc 30 secondes, avec une centaine de kilowatts. Ça, vous le faites avec une batterie qui fait à peu près 40 kg. Donc le premier concept, on évacue la masse des batteries par le fait qu'on a un usage très temporaire, c'est vraiment de la puissance de relance qu'on a juste à un moment très ponctuel, petite batterie. Le deuxième cas, l'hybridation parallèle,
bah, c'est là, hein, si vous voulez que la part d'électrique soit prépondérante, bah, il va falloir emmener beaucoup de batterie. Hein, quand vous avez à la fois une machine thermique et une machine électrique, bah, vous réglez le pourcentage thermique et électrique, mais ce qui vous limite souvent, c'est la masse de batterie que vous pouvez emmener. Donc, par exemple, là, ce qu'on vous montrait sur un Ecodiac, hein, une compagnie comme Finistère, par exemple, qui fait des sauts de puce entre les différentes îles bretonnes, elle arriverait à voler quasiment qu'en électrique avec un dispositif comme ça, et elle a un moteur thermique si jamais elle a des vents de face ou si elle doit aller un peu plus loin. Donc là, ça décarbone vraiment parce qu'elle vole principalement en électrique. Mais c'est très adapté pour des missions très courtes parce qu'on est limité par la taille des batteries, tout simplement. Et le troisième concept qu'Olivier vous a montré, alors là, l'avantage, c'est que du coup, on fait du vol 100% électrique, sans batterie, puisque la génération électrique, elle est faite par nos turbogénérateurs. Alors, on a une batterie quand même tampon de stockage, mais on peut voler pendant 3-4 heures, alors que le stockage qui est dans la batterie ne permettrait de tenir en l'air que 5 minutes. D'accord? Donc ça, c'est un moyen de générer l'électricité à bord pour, encore une fois, contourner l'écueil que je vous présentais au début, qui est la masse des batteries. D'accord? Et donc, la planche qui est là, finalement, elle résume le concept d'hybridation série. Donc, on intègre ces turbogénératrices dans les aéronefs, donc on a une pénalité en masse, même si les batteries sont là que pour faire tampon, elles induisent quand même une pénalité en masse. Ensuite, comme on a de l'hybridation en série, finalement, on convertit plusieurs fois l'énergie. C'est-à-dire d'abord, on convertit l'énergie du kérosène en énergie sur l'arbre, puis l'énergie qui est sur l'arbre, on la convertit en énergie électrique à travers les moteurs électriques. Donc, on multiplie plusieurs fois par des rendements qui chacun sont inférieurs à 1. Donc, à la fin, on a un rendement qui est en baisse. Pour autant, comme on a des concepts, des nouveaux concepts d'ailes d'avion à portance augmentée, on a un bénéfice pour l'aéronef au sens large et on peut l'utiliser de deux manières, soit en ayant des aéronefs qui peuvent décoller de manière très très courte. Et dans l'animation que vous allez voir juste après, en fait, c'est une société américaine qui a eu la réflexion suivante. Dans les grandes villes américaines, notamment à New York par exemple, il y a des barrages qui sont répartis sur l'Hudson, et il y a des hélicoptères qui décollent depuis ces barrages. Et ils se sont dit, mais pourquoi, sur ces barrages qui font quelques dizaines de mètres, on n'arriverait pas à faire décoller très court de tout petits avions pour réussir à faire des liaisons point à point à partir de ces endroits-là. Et le deuxième sujet, c'est d'avoir des aéronefs et des ailes qui sont extrêmement efficientes pour réduire la consommation de l'aéronef et de son ensemble propulsif. Donc le petit film qu'on va passer pour conclure, c'est un film qui est issu de cette société qui fait l'avion jaune qu'il y avait sur la planche précédente, qui cherche à faire des avions qui décollent très très court pour pouvoir remplir des missions qu'on ne pouvait pas remplir auparavant parce que simplement il n'y avait pas de terrain ni pour décoller ni pour atterrir. Et c'est une société avec laquelle on a déjà des contrats de démonstration, c'est-à-dire qu'on a déjà des turbogénérateurs faits avec un turbomoteur existant, des moteurs électriques. On va faire tourner dans nos bandes d'essai au mois de juin pour la première fois ces machines-là à hauteur de puissance de l'ordre de 400 kW. Et ensuite, on va les fournir à cette société américaine pour qu'elle puisse faire mettre en vol son aéronef. Donc voilà à quoi ça ressemble. Malheureusement, le son ne marche pas. Ça, c'est un prototype qu'ils ont déjà fait, qui existe déjà, qui est en tout électrique, ouais, qui est sur batterie. Donc, ils ne volent pas longtemps, mais c'était juste pour valider le concept. Et donc, bon, la vidéo est un peu forcément publicitaire parce que ce qu'ils disent, c'est qu'après les moteurs à piston pour l'aviation, après les turboréacteurs, on va rentrer dans une nouvelle ère grâce à leurs produits. Et leur concept, c'est vraiment d'avoir des nouveaux avions qui permettent de décoller sur des pistes très très courtes. Alors, et on voit sur le petit film que grâce à leur démonstration en tout électrique, ils ont déjà réussi à démontrer que leurs avions pouvaient décoller et atterrir sur des distances qui correspondent à peu près à des barges ou à un terrain de foot. Je crois qu'il y a une partie où c'est dans une université américaine où l'avion se pose sur le terrain de sport de l'université. Donc l'idée, grâce à l'hybridation, c'est de réussir à générer des aéronefs qui rempliront des missions qu'on ne pouvait pas remplir jusqu'à présent.
et donc à améliorer la trace carbone du transport aérien parce qu'on va changer la morphologie du maillage de la planète par le transport aérien. Donc une quarantaine de mètres pour décoller là. Donc c'est vrai que 40 mètres, vous posez à peu près partout. La largeur d'un terrain de foot, ça suffit. Donc ça ouvre un nombre de posées quasi infini qui vous évite d'avoir à prendre l'hélicoptère. Quelle est la pire façon de voler? Je ne devrais pas le formuler comme ça, mais voilà, énergétiquement, ça demande beaucoup d'énergie, l'hélicoptère, alors qu'avec des avions comme ça permet d'avoir de la longe, de décoller avec une puissance plus raisonnable en profitant de la portance des ailes et de la distribution de puissance. Donc, je pense qu'en ayant dit ça, on a un peu fait le tour de ce qu'on voulait partager avec vous. Il reste encore un peu de temps pour quelques questions, donc n'hésitez pas. La plus difficile, c'est la première. Bravo. Non, en fait, juste avant de dire qu'on pouvait poser des questions, j'ai failli dire qu'il y avait toujours des missions remplies par les hélicoptères qui seront toujours remplies par des hélicoptères. Par exemple, quand il faut aller chercher quelqu'un en montagne parce qu'il a eu un accident en montagne, c'est pas ce genre d'appareil qui permettront d'y aller. Donc il y aura toujours des hélicoptères, du moins on y croit fermement. Et donc l'idée, c'est d'avoir des applications complémentaires qui vont contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a toujours des missions qui nécessiteront des hélicoptères. Et c'est la raison pour laquelle aussi on développe des modes éco, des modes d'hybridation pour des moteurs d'hélicoptères. Simplement, c'est un complément. Et nous, on est motoriste, c'est-à-dire qu'on ne fait pas l'avion, c'est vraiment le moteur. Et puis, les technologies sont les mêmes, c'est-à-dire le cœur thermique qui vient alimenter la partie électrique du dernier objet que j'ai présenté, c'est un moteur qui est utilisé en soi pour des hélicoptères conventionnels. Donc les deux technologies se rejoignent aussi. Non, non, non. Non, les seuls appareils qui peuvent rester statiques sont les hélicoptères ou alors ce qu'on appelle les tilts, c'est-à-dire qu'il y a des aéronefs qui décollent avec les hélices orientées vers le haut et qui ensuite sont capables de les abaisser pour faire du vol d'avancée. C'est principalement des aéronefs utilisés dans le monde militaire pour être capables de transporter des troupes très rapidement d'un point à un point. C'est ce qu'on appelle les tilts rotors. Oui, alors là vous avez raison, la technologie, elle peut sur le papier faire des miracles. Après, on a toujours le problème quand on la met à l'échelle et en masse, d'être sûr d'avoir les ressources suffisantes pour le faire. Donc après, on peut raisonner. Alors il y a effectivement le sujet des terres rares pour les batteries. Les batteries, il y a plein d'alternatives qui se travaillent. Vous savez que dans l'automobile aujourd'hui, par exemple, ils butent déjà sur ces problématiques d'extraction de terres rares. Donc tout le travail, alors les Chinois sont très en pointe, hélas, j'allais dire, enfin tant mieux pour la planète, mais hélas pour l'industrie européenne, pour préparer des batteries qui se basent de terres rares. Il y a aussi tout un plan en France notamment sur le recyclage des batteries. Les terres rares, une fois, ça c'est un avantage par contre. Le kérosène, quand vous l'avez brûlé dans l'atmosphère, vous l'avez perdu. La batterie, une fois qu'elle arrive en fin de vie, les terres rares, elles sont dedans, le nickel, il est toujours dedans, le cobalt aussi, le palladium, etc. Donc en fait, si on est capable de recycler les batteries, quelque part, on peut en reconstruire de manière à couper la vie. Donc il y a deux axes aujourd'hui dans le monde de la batterie. C'est vraiment se passer des éléments les plus difficiles à obtenir, terres rares notamment, pas que ça. Et le deuxième, c'est de faire des batteries recyclables. Ce qui n'était pas du tout le cas des premières générations de voitures. Donc oui, il faut toujours avoir ça en tête, c'est que dès qu'on passe à l'échelle, ça pose le problème des limites planétaires. Donc il faut le penser dès le début. L'avantage de ces technologies, c'est qu'elle est naissante. Donc il y a plein de progrès devant nous à faire. Contrairement à des technologies qui sont matures, où là on a un peu toutes les souris et puis on sait plus comment faire. Se passer de super-alliage base nucléaire dans un moteur d'avion, moi je ne sais pas, mais là on n'a pas trouvé la solution. Par contre, les batteries, il y a plein d'alternatives possibles et il y a des voies qui se dessinent avec beaucoup d'impact sur la ressource. Est-ce que l'hydrogène peut être une solution pour la motorisation des hélicoptères
Alors là, il n'y a pas consensus. Alors sur l'hélicoptère, on va être relativement là, c'est-à-dire que après, il n'y a pas consensus sur l'avion. Et là, on est un peu dans la problématique, c'est pareil à la logique automobile. Regardez les Allemands sur l'automobile. Ils vous expliquent que l'électricité n'est pas la solution, il faut continuer à faire du moteur à combustion. C'est un savoir-faire, c'est en base industrielle. Et du coup, ces moteurs à combustion, on met de l'hydrogène dedans. Et comme ça, le problème est résolu. Caché, c'est pas moi, le fabricant automobile qui sont responsabilité, c'est par contre au système de produire de l'hydrogène en masse. Nous, dans l'aéronautique, on a deux approches. Donc, Airbus a un peu cette approche de dire que l'hydrogène est un média qui, à terme, permettra effectivement de faire voler les avions. Côté Safran, alors, il y a eu différents échanges récents par les médias interposés. Au niveau de Safran, donc, le président ne croit pas. L'hydrogène pose plusieurs problèmes. L'hydrogène, c'est très dense en puissance massive. 1 gramme d'hydrogène, il y a beaucoup d'énergie. Par contre, c'est très peu dense en masse volumique. C'est-à-dire que 1 gramme d'hydrogène, ça prend 10 mètres cubes. Et donc, donc on a une énergie qui, du coup, n'est pas dense en volume. Et ça, c'est un problème sur la zone. La zone de grande énergie qui est léger, elle est dense parce qu'on n'a pas de place sur les avions. Si vous voulez stocker l'hydrogène pour un vol long courrier, vous avez des ailes qui vont triquer le volume. C'est de la traînée, c'est de la structure supplémentaire, etc. Et donc, on pense que l'adaptation à l'avion de vol purement hydrogène, surtout sur des longs courriers, me paraît pas très raisonnable. Il y a une deuxième question que vous ayez tous en tête, et personne n'a la réponse aujourd'hui, mais on peut y réfléchir, c'est que l'hydrogène, il faut le produire. Tout ce qu'on fait là, c'est dans un but clair, qui est de décarboner l'aviation. Si le bilan carbone de l'hydrogène fait qu'au final, c'est pas mieux, alors bien sûr, on pourrait dire qu'on fait du vol sans émission. Super, c'est comme la voiture électrique, elle n'émet rien. Oui, quand on a l'électricité nucléaire, on va recharger. Si vous avez l'électricité au charbon pour recharger votre voiture électrique, peut-être le mieux vaut fumer. Quand tout ça, ça se pèse assez facilement. Hein. L'intensité carbone de votre mix énergétique, vous avez de très bonnes applications, je fais la pub, Electricity Map, je vous invite à regarder. Vous avez en temps réel la densité CO2, l'intensité CO2 de notre production. Et vous verrez qu'entre la France et l'Allemagne, un jour comme aujourd'hui, il y a du soleil, on doit être à peu près à 20 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Regardez aujourd'hui l'Allemagne, on doit être à 400 ou 500 grammes. Donc, il faut vraiment se poser la question, dès qu'on parle de ces dépenses d'énergie, de la chaîne complète. Donc, l'hydrogène, ben, quand vous le produisez, donc, on avait mis ici, voilà. Alors, soit via des piles à combustible, soit directement en brûlant de l'hydrogène. Voilà, vous pouvez avoir des impacts carbone qui sont très variables selon comment vous le produisez. Et notamment par électrolyse, qui est la façon de produire le plus renommée, vous avez l'électricité, un autre cathode, et vous faites de l'hydrogène. Vous avez une intensité qui sera 5 fois moindre en France que sur le mix européen. Les gens qui vendent de l'hydrogène vert, il ne faut pas les écouter. Il faut vous documenter. Hein. L'hydrogène vert n'existe pas. L'hydrogène vert, ça laisse à penser l'idée qu'on profite de la production éolienne qui, elle, est décarbonée pour faire de l'électrolyse. Un électrolyseur industriel, c'est une machine qui fait plusieurs milliers de tonnes que vous ne pouvez pas arrêter. Donc votre hydrogène vert, il est vert quand il y a du vent, parce qu'il y a des éoliennes, il est vert quand il fait jour, parce qu'il y a du solaire, et puis quand c'est la nuit et qu'il n'y a plus de vent, vous le branchez sur la prise du réseau électrique allemand, à 800 grammes de CO2 par kilowattheure. D'accord. L'intermittent, un électrolyseur, ce n'est pas intermittent. Ça ne peut pas être branché sur une source d'énergie alternative. Donc l'hydrogène vert, en fait, en pratique, c'est un beau concept. Et quand on fait les années cycle de vie, on se rend assez vite compte que l'impact est quand même très significatif. Et peut-être un chiffre ou deux chiffres complémentaires pour montrer à quel point l'origine de l'électricité qu'on utilise, soit pour aller dans les batteries, soit pour produire l'hydrogène, induit une trace carbone plus ou moins importante. En France, il y a à peu près 10% de l'énergie électrique qui vient des hydrocarbures. La moyenne mondiale est à 65%. Et c'est pour ça qu'il y a autant de différences quand on regarde la France, l'Europe ou le reste du monde en termes de production de CO2 qui sont liés à amener l'énergie dans la batterie ou amener l'hydrogène sur l'aéronef. Donc ça dépend vraiment beaucoup du mode de production de l'électricité. Oui. Moi, je me demandais, là, on voit que
le ratio en masse entre les combustibles et la batterie, c'est environ un facteur 20. Oui. Mais est-ce que dans l'avenir, ce serait possible de réduire ce facteur parce que 20, 20 c'est un énorme facteur. Est-ce que ce serait possible de descendre à 10, à 5, voire un peu Alors, on va peut-être revenir un tout petit peu en arrière sur la planche qui décrivait l'évolution des technologies des batteries. En fait, ça, c'est la densité de puissance des batteries. Et donc, le niveau qui correspond à 20, c'est indiqué juste un peu en dessous, là-bas, c'est 200 watts-heure par kilo. Et donc, 200 watts-heure par kilo, c'est les dernières technologies qui sont basées sur du lithium qui est ici. Donc, oui, la cible, c'est d'augmenter la densité de puissance des batteries. Par contre, être capable de dire quand est-ce qu'on aura des densités de puissance supérieures à ça, c'est un peu plus difficile parce que toutes les hypothèses existent en termes de densité de puissance des batteries. Et sur la planche suivante qui avait été décrite par Eric, si je remonte encore un peu, voilà, sur cette planche qui dit que aujourd'hui, avec un avion pour faire 1500 km et uniquement des moteurs thermiques, il faut 6 tonnes de carburant. Avec la même chose avec un avion électrique, en prenant une efficacité électrique de 95% et la densité de batterie actuelle, il faut 75 tonnes de batterie. Et 75 tonnes de batterie, c'est écrit ici un peu en petit, comme dans les contrats d'assurance, 500 Wh par kilo. Donc on est déjà à 2,5 fois la valeur qu'on a vue tout à l'heure. Donc on est déjà sur des hypothèses d'amélioration des batteries d'un facteur 2 ou 2,5 qui ne sont pas encore garanties par les technologies qui existent sur les batteries. Donc oui, c'est la cible. Dire quand est-ce qu'on va y arriver, c'est très difficile. Je pense qu'effectivement, on a d'ailleurs un partenariat entre notre société Safran et Vancouver et la société SAF, qui a un grand fabricant de batteries, qui est Total. Eux nous disent que un facteur 2, ce sera atteignable un jour. Ils ne s'engagent pas vraiment sur une date. Le 2, 2,5, donc rapporter de 20 à 10, le ratio qu'on évoquait tout à l'heure. Ok, on arrive à se projeter là-dedans. La question, c'est à quel prix? Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'industrie de la batterie est tirée par l'automobile. L'automobile, aujourd'hui, sa priorité, c'est plus la densité. Ils estiment que voilà, la masse et la place qu'ils occupent aujourd'hui, ça va. Leur problème, c'est recyclabilité, coût, matériel. Donc, en fait, tout ce qui tire ces technologies, qui les a tirées pendant des décennies sur la densité énergétique, ben, ça va se tarir. C'est plus l'automobile qui va tirer ça. La question, c'est que de la batterie de spécialité avec un gain de facteur 2, 2,5 pour l'aéronautique, c'est envisageable. C'est pas encore gagné, hein, c'est un risque, hein, mais c'est envisageable. Mais par contre, ça va être vraiment plus dédié à l'aéronautique qui va falloir une relation de développement. Ça reste quand même un sujet compliqué. Et ce que font les fabricants de batteries, c'est qu'au-delà de ce facteur 2 à 2,5, ils ne prennent pas d'engagement. Ils ne nous racontent pas qu'on va gagner le facteur 20. Ça n'arrivera pas. Ils n'ont pas les clés technologiques, les pistes technologiques pour aller au-delà de 2,5 dans un horizon raisonnable, je crois, jusqu'à 2050. Alors après, on ne sait jamais, mais dans le concept des batteries telles qu'on est aujourd'hui, on n'arrivera pas à la puissance qu'on évoquait précédemment. On va peut-être descendre de 20 à 10, mais on aura du mal à là-dessus. Une question? Moi, j'en ai peut-être une petite dernière pour de néophytes. Je n'ai pas compris en fait l'intérêt dans le cas d'un bimoteur, quand on coupe un moteur, pourquoi on va gagner de l'énergie? Parce qu'en fait, la quantité pour garder on a toujours la même importance. Parce qu'en fait, on ramène le moteur à proximité de son maximum de rendement. Parce que quand les deux moteurs travaillent tous les deux, on les met à des régimes ou des puissances qui sont plus faibles que celle à laquelle va se trouver le moteur qui est tout seul. Et celui qui est tout seul, il fonctionne proche de son rendement maxi. Les deux qui sont à régime partiel, ils sont très éloignés de leur rendement maximum. Donc, ça veut dire que le rendement en fait, du moteur est meilleur quand il Oui. est à pleine puissance. Oui, et en fait, ils sont conçus comme ça. Oui, parce que, en fait, on n'est pas rentré dans le détail, mais dans les hélicoptères bimoteurs, au-delà de la puissance de décollage, on a ce qu'on appelle des régimes d'urgence qui sont encore plus hauts et qui sont là pour réussir à tirer l'hélicoptère d'un mauvais pas quand, dans des situations assez critiques comme le décollage, il y a un des deux moteurs qui s'arrête. Et donc, finalement, on a les régimes de croisière, les régimes de décollage et les régimes d'urgence. Et donc, le meilleur compromis, c'est de mettre les rendements maxi proches du régime de décollage,
parce qu'après, il faut être capable d'assurer les régimes qui sont au-dessus. Et donc, quand on est en croisière à des régimes intermédiaires, là, on est très éloigné, on est éloigné de ce rendement maximum. Et l'écart, les 20% ils sont là. La consommation spécifique d'un moteur à sa pleine puissance est 20% meilleure qu'à un point de croisière à 50%. Les courbes de consommation se dégradent à régime partiel. Dans l'automobile, le point de rendement maximum, c'est le point de couple maximum. Et vous avez également des courbes en efficacité qui montent jusqu'au point de couple maximum et qui redescendent après. Quand vous êtes en dessous, vous êtes moins bon en consommation. Quand vous êtes en dessus, vous êtes moins bon également. Eux, ils ont un optimum qui est en plein milieu de la plage. Donc, les boîtes de vitesse sont étagées pour que vous traîniez toujours autour des 2000 tours par minute sur un diesel ou 3000 sur un essence, c'est le couple max. Nous, effectivement, le point de rendement maximum, on le met, pour les raisons qu'expliquait Olivier, au point de décollage. On n'a pas vraiment le choix. C'est IO, parce que le point de décollage, il reste 2 minutes par vol. Mais tout le reste du temps, on est à un régime très partiel auquel le rendement de la machine est 20%. D'où l'intérêt du mode éco. D'autres questions? Bon, ben, merci beaucoup de nous avoir écoutés.